Merci de nous recevoir aujourd'hui. Donc j'ai la tâche d'essayer de vous expliquer la blockchain en quelques minutes. Donc ce sera un peu rapide, mais je vais m'y atteler. Alors d'abord, on parle de blockchain, donc c'est un mot très à la mode, comme l'innovation que vous avez cité précédemment. C'est un mot un peu bannière qui regroupe, comme l'innovation, beaucoup de choses différentes derrière, beaucoup de réalités. En particulier, derrière les technologies blockchain, il y a au moins 3 grandes familles de projets. Le premier dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est le Bitcoin au départ. Donc c'est apparu en 2009 et c'était l'idée d'une monnaie décentralisée. C'est la raison d'être de la blockchain. C'est pour ça que ça a été inventé. C'était l'idée de dire comment on peut faire créer un moyen d'avoir une monnaie entre tous les acteurs du monde sans qu'il y ait besoin d'aucune autorité centrale. Donc ça aussi, ça vous donne un indice sur la culture qui est à l'origine de tout ça aussi. Parce que je pense qu'aucune technologie ne devient vraiment une innovation que si elle rencontre, enfin elle ne devient une innovation que si elle rencontre vraiment en face une culture et un public qui est réceptif et demandeur de cette technologie. Sinon, on fait une découverte, elle reste sur l'étagère. Donc 3 familles de projets, Bitcoin au départ, Ethereum qui est un projet apparu en 2013, et puis une 3e famille de projets notamment Hyperledger, qui sont beaucoup plus dédiés là à l'entreprise. Donc vraiment, on part de quelque chose qui est au contraire s'affranchir des institutions et un peu anarchiste, et quelque chose qui au contraire est au service des entreprises et faciliter les consortiums et le fonctionnement coopératif entre elles. Une petite idée aussi des acteurs qu'il y a derrière, donc c'est toujours ce panorama où en haut à gauche, c'est un des fondateurs d'une des principales entreprises autour du Bitcoin aujourd'hui. Ce qui est amusant, c'est que c'était vraiment un développeur, un passionné au départ, que ses premiers développeurs qui ont travaillé pour lui, c'était des gens en Argentine, après la crise de financière en Argentine, qui du coup voyaient un intérêt à cette monnaie parce que ça leur permettait de s'affranchir de la monnaie de leur État dans lequel ils ne faisaient pas confiance et qui demandaient à être payés avec ça. Voilà. Et puis, là, c'est différents groupes qui travaillent autour, donc des groupes les plus alternatifs à des consortiums qui regroupent plusieurs banques, assurances qui travaillent à un cas d'usage. Alors, comment ça fonctionne ? Si vous devez retenir une chose aujourd'hui de ce que c'est que la blockchain, c'est vraiment un réseau de pair à pair de gens qui sont connectés entre eux et qui, ensemble, à chaque fois qu'il y a une nouvelle information, l'ajoutent sur l'ensemble des ordinateurs du réseau et du coup, ont une pile de toutes les informations qui ont été partagées. Et vraiment, c'est une pile qui ne fait que grossir. À chaque fois, on rajoute des nouvelles informations au-dessus, on n'en enlève jamais. Donc la première étape, c'est qu'il y a un réseau de pair à pair, des ordinateurs qui sont connectés entre eux, donc c'est exactement de la même façon que ça fonctionne tous les systèmes torrent, Napster, Emule, etc. Donc par le logiciel, les ordinateurs sont connectés. À gauche, après, c'est les étapes. Quand vous voulez inscrire quelque chose de nouveau sur cette blockchain, en fait, la première chose que vous faites, c'est une transaction. Donc une transaction, ça marche comme quand vous faites une transaction avec votre banque. Vous avez un destinataire, vous avez un émetteur, la signature de l'émetteur et un montant. C'est exactement la même chose sur une transaction sur les blockchains. C'est exactement l'adresse de celui qui envoie, l'adresse de celui qui reçoit, la signature de celui qui envoie et un montant. Et c'est comme ça aussi que fonctionnent vos paiements de carte bleue, les virements, etc. Une fois que cette transaction est écrite, concrètement, vous l'écrivez sur votre ordinateur et vous l'envoyez au réseau. Comme c'est un réseau d'ordinateurs connectés entre eux, tous les ordinateurs du réseau captent ce message. Puis la 3e étape, qui est un peu l'étape un peu originale, c'est que toutes les dernières transactions qui ont défilé dans le réseau au cours des dernières minutes, ou des dernières secondes, en fonction des technologies, sont regroupées dans un bloc, et un seul des ordinateurs du réseau tire au sort le droit de proposer ce bloc-là. Et donc, tout l'ensemble du réseau, après, va récupérer le dernier bloc qu'on a considéré valide, pour ajouter à la pile des précédents. Donc en gros, vous avez les transactions qui circulent, mais qui ne font que voler entre les différents ordinateurs. Et vous avez à la fin donc ce qui s'appelle le minage, le mineur, qui va, parce qu'il a tiré le droit au sort de valider un bloc, proposer aux gens la dernière liste des nouvelles transactions à ajouter. Exactement comme pour les banques, tous les soirs, ils valide les virements qui ont été bons ou quelque chose comme ça. Sauf que là, il n'y a aucune autorité centrale. Ça fonctionne par une espèce de tirage au sort. Alors, tirage au sort, je vais un peu vite. L'idée, c'est que c'est aujourd'hui, par exemple, sur la chaîne Bitcoin, beaucoup de puissance de calcul. Donc, les gens doivent résoudre un problème mathématique qui n'a aucun intérêt.
mais c'est le premier qui a résolu ce problème mathématique qui obtient le droit de publier le bloc valide. Il est incité à faire ça puisque celui qui publie le bloc, donc sur la chaîne Bitcoin par exemple, il reçoit 12 bitcoins et demi aujourd'hui, donc ça vaut 20 000 €. Donc il y a aujourd'hui beaucoup d'investissement qui est fait par des entreprises pour faire ça. Sur des chaînes qui ne sont pas la chaîne Bitcoin, mais d'autres, on n'a pas ce problème-là, puisque la validation, elle peut être faite par différents acteurs. Par contre, ça n'a d'intérêt que si ce n'est pas un seul acteur, mais bien de façon décentralisée, plusieurs acteurs qui valident la transaction. Et les gros enjeux aujourd'hui de cette technologie, elle a un potentiel intéressant. Un premier gros enjeu, c'est se lier avec les infrastructures, parce que c'est une technologie d'infrastructure. Ça permet de réimaginer comment fonctionne le modèle économique. Ça peut réimaginer comment s'articule une filière. Donc on a par exemple travaillé dans un des ateliers récents que j'ai fait, comment sur la question des céréales, on pouvait éviter d'avoir toute une chaîne de contrats qui était difficile après à reboucler à la fin, et d'avoir juste un seul système d'information. Mais à partir du moment où on a beaucoup d'acteurs d'une filière qu'il va falloir rassembler autour d'une technologie, c'est long et difficile, et je pense que je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Ensuite, la question de la sécurité, qu'on verra après, qui a des enjeux. Il faut surtout retenir que ce n'est pas en soi purement plus sécurisé que d'autres technologies. Ça a des avantages de sécurité, ça a aussi des défauts. Comme toute technologie, il faut l'utiliser quand c'est pertinent. Et puis après, les questions juridiques autour, puisque effectivement c'est quelque chose de nouveau, mais c'est le cas pour toutes les innovations. On est toujours au départ dans une situation un peu surprenante. Très bien, merci. Je pense qu'effectivement, il y aura besoin de questions tout à l'heure pour éclaircir certains aspects. Mais peut-être qu'on peut commencer par voir ce qu'on peut faire concrètement avec des blockchains aujourd'hui. C'est parfois un peu étonnant, c'est parfois déroutant, mais voilà. Donc je vais laisser en vidéo, parler Primavera De Filippi, qui est chercheuse au CNRS, au CERSA, au Centre d'études et de recherche en sciences administratives, et par ailleurs au Centre Berkman à l'Université Harvard aux États-Unis. Donc voilà. Et elle a par ailleurs fondé un collectif artistique qui s'appelle Au Chaos, et vous verrez un peu ce que ça peut donner, ce mélange art et blockchain. Voilà, je vous retrouve après. Une chose importante donc à comprendre de la blockchain, c'est qu'il s'agit en fin de compte d'un cadastre décentralisé qui est certifié, c'est-à-dire que toutes les informations qui sont enregistrées sur la blockchain, il y a une traçabilité totale de qui les a enregistrées et dans quelles conditions, et qui est aussi incorruptible. Et donc, étant donné ces caractéristiques, la blockchain peut être utilisée pour des applications où effectivement l'intégrité et l'authenticité des données est fondamentale. Et notamment, c'est le cas donc, de tous les actes notariés. Et donc, par exemple, il y a actuellement certains pays qui sont en train d'explorer les possibilités d'utiliser la technologie blockchain dans le cas des cadastres fonciers, tels que notamment donc, la République du Ghana, le Kenya et le Nigeria, qui sont déjà en train d'expérimenter avec l'implémentation d'un cadastre foncier fondé sur la blockchain. Les propriétés de la blockchain peuvent être aussi utilisées dans des cas par exemple pour tracer donc, la provenance ou l'authenticité de certains produits. Et évidemment, donc, lorsqu'on rentre un peu plus dans le domaine donc, de l'agriculture ou de l'élevage, les mêmes potentialités, elles s'offrent aussi donc, pour les produits alimentaires, où il devient donc possible, en enregistrant les informations sur la blockchain, de savoir qu'effectivement, eh bien, une bouteille de champagne provient de la région Champagne, ou que, par exemple, un poisson provient exactement de la région là où il est revendiqué qu'il a été pêché, mais aussi donc de pouvoir tracer et de pouvoir enregistrer toutes les étapes de traitement de ces produits. Et donc la blockchain, elle permet d'une certaine façon donc d'augmenter la transparence au sein de la chaîne de production et potentiellement d'éliminer les fraudes dans le marché donc, agroalimentaire. Évidemment, les opportunités de la blockchain ne se limitent pas dans tout ce qui est donc, le monde numérique, mais elles commencent petit à petit aussi à s'étendre dans le monde physique, avec notamment l'Internet des objets. Donc on parle beaucoup aujourd'hui de ces objets connectés
qui peuvent en fait, d'une certaine façon, interagir avec les personnes qui les entourent et s'adapter mieux à leurs besoins. On est peut-être encore dans le domaine de la science-fiction, mais il y a beaucoup de réflexions qui se font autour de l'idée que, d'une certaine façon, grâce à la blockchain, on peut créer ces dispositifs qui sont connectés à la blockchain, mais qui sont aussi de plus en plus autonomes, c'est-à-dire qu'ils sont capables de s'autoposséder et de s'autofinancer. Donc je vous présente dans ce cas donc une des créations que j'ai faites justement pour illustrer d'une façon artistique en fait le cœur de ma recherche, qui est donc justement la création de ces nouveaux dispositifs autonomes grâce à la blockchain. Donc il s'agit ici d'une plantoïde, et donc le corps de la plantoïde, c'est cette espèce de structure électromécanique. Par contre, donc l'esprit de la plantoïde réside, lui, en tant qu'un logiciel sur la blockchain, et c'est en fait ça qui va donner vie à cette plantoïde, et c'est ça qui va lui permettre d'opérer et de se reproduire. Donc le fonctionnement, il est relativement simple. Les plantoïdes vont essayer de séduire des humains et les invitent à lui envoyer de l'argent sous la forme de Bitcoin. Chaque plantoïde a besoin d'une certaine somme de Bitcoin pour se reproduire, et lorsqu'elle va accumuler suffisamment d'argent, elle va ensuite lancer un appel d'offres en invitant donc n'importe qui, des artistes, des designers, etc., à soumettre des propositions sur comment est-ce qu'ils envisagent de créer la prochaine plantoïde. Donc toutes les personnes qui ont participé au financement de la plantoïde, donc toutes les personnes qui ont envoyé de l'argent, vont pouvoir exprimer leurs préférences sur laquelle des propositions qui ont été soumises ils préfèrent, et donc ils voudraient qu'ils soient réalisés. Ce vote va donc être pondéré par la quantité de Bitcoin que chacun a envoyé. Et en fin de compte, donc le logiciel sur la blockchain va traiter toute cette information, identifier laquelle de ces propositions a été sélectionnée. Et ensuite, la plantoïde va donc signer, va prendre l'argent qu'elle a collecté en Bitcoin, les envoyer à l'auteur de cette proposition et va donc employer cette personne pour produire une nouvelle version de cette plantoïde. C'est un peu une optique darwiniste dans laquelle les plantoïdes qui vont réussir en fait à s'adapter le plus, ou celles qui sont les plus appréciées par leur environnement, seront les plantoïdes qui vont réussir à se reproduire le plus. Donc il y a cette espèce d'algorithme évolutionnaire qui va faire en sorte qu'on va découvrir petit à petit quelles sont les plantoïdes qui sont les plus appropriées ou qui sont les plus fortes dans un environnement donné. Donc, je disais que la plantoïde fait 5 petits maintenant, donc elles sont au nombre de 6. Donc ça, c'est pour la plantoïde elle-même. D'autre part, le projet a fait germer d'autres idées, et notamment, c'est le cas du projet Forest as a DAO, que Xavier Lavessière va à nouveau vous présenter, et qui est en fait présent avec nous. Mais il vaut mieux quelques explications d'abord. Merci. Et donc oui, justement, donc on a eu l'occasion de rencontrer Primavera il y a 1 an et demi, et elle nous présentait ce projet de plantoïde. Du coup, donc c'est Isabelle surtout qui est une artiste qui travaille dans l'Ain. Alors c'est intéressant son parcours parce qu'elle est à la fois ingénieure, aussi artiste, et aujourd'hui elle s'occupe d'un espace d'innovation, un Fab Lab dans l'Ain. Donc voilà, c'est souvent dans cet écosystème des parcours multiples comme ça qui s'y intéressent. Et donc, cette artiste a réfléchi à partir du concept de plantoïde, et elle a développé donc cette première sculpture qui s'appelle Fleur jumelle, donc qui reprend un peu l'idée du plantoïde avec quelques différences, mais l'idée est qu'il y a toujours ce côté un peu attraction et puis aussi reproduction. Une particularité aussi, c'est qu'il y a une partie vivante, il y a une partie de mousse dans la sculpture, et donc du coup un capteur d'humidité et qui sollicite les contributeurs pour les avertir quand la plante n'a plus d'eau et qu'il faut aussi s'en occuper physiquement. C'est une expérimentation, on a eu l'occasion pendant toute l'année dernière de la présenter à divers endroits, et beaucoup de faire des ateliers du coup aussi pour permettre de comprendre la blockchain à travers cet objet pratique.
Et on a, à partir de ça, réfléchi à une itération, donc à un projet un peu plus complet, donc qui s'appelle Forest as a DAO. Et l'idée, c'est de dire, puisqu'on peut, pour une sculpture inerte, lui donner en quelque sorte une âme, en tout cas une adresse immatérielle, pourquoi ne pas le faire aussi pour des objets vivants, et en particulier pour des arbres, puisqu'on peut les géolocaliser, et il y a les mêmes soucis il faut en prendre soin, ça représente une certaine valeur. En fait, c'est toute la notion de commun qui pointe, et l'idée de comment on peut administrer à plusieurs un commun. Et donc à partir de ça, on a travaillé là-dessus. Donc c'est le prototype qui est en ligne, vous pouvez y accéder, c'est sur forest.lesusineslouise.com. Et donc voilà, et donc il y a différentes sculptures et différentes plantes qui sont déjà dessus. Alors pour l'instant, c'est vraiment un prototype expérimental, hein, c'est pas ça qui va révolutionner la protection de l'environnement, mais c'est juste une piste de réflexion et un outil au service de cette réflexion. Un des sujets, là, notamment, qui nous intéresse dessus, c'est la question juridique autour. Vous savez peut-être que dans l'affaire de l'Erika, la Cour de cassation, puis après l'Assemblée ont reconnu le préjudice écologique, c'est-à-dire qu'au-delà de juste le dommage qui était causé directement par le bateau à des commerces autour ou des pêcheurs, etc., il y avait un préjudice plus général qui était à la nature, qui était représenté par les associations de l'environnement. Récemment, il y a eu 2 cas où des administrations sont allées un peu plus loin, en particulier en Inde avec le Gange et en Nouvelle-Zélande, où il a été reconnu carrément la personnalité juridique, donc la personnalité morale au fleuve, donc le Gange à la personnalité morale, avec la même difficulté, c'est qu'on lui reconnaît la personnalité morale, mais il a fallu désigner des délégués pour être responsable de cette personnalité morale. Là, sur la blockchain, notre idée est que c'est comme c'est une technique entièrement quelque chose de décentralisé et qu'on peut créer comme ça une forme de communauté avec des règles qui sont établies à l'avance et où chacun peut participer en respectant ces règles. Du coup, pourquoi pas créer des portefeuilles et donc cette personnalité économique pour une ressource naturelle quelconque. Voilà.